Cyril, on lance le journal des médias maintenant, blague à part, avec l'histoire d'un virus et d'une cascade d'annulations. C'est Stéphane Bern qui ne va pas être content. Emmanuel Macron devait annoncer la liste des 18 nouveaux monuments éligibles au loto du patrimoine. Mais, coronavirus oblige, le chef de l'État a annulé son déplacement hier à Condom dans le Gers. Patatras donc pour les sites qui espèrent recevoir un coup de main financier pour se refaire une beauté. Qu'ils se rassurent, le Covid-19 n'aura pas la peau du loto. Cette annonce du président n'est pas annulée, mais simplement reportée. Rendez-vous est pris au lendemain des municipales maintenant. Le tirage du loto spécial dédié au patrimoine a déjà rapporté 14 millions d'euros. Une cagnotte qui devrait encore grossir d'ici la répartition des gains. Et on n'en a pas fini parce qu'après le loto, ce sont les vachettes qu'on remise dans l'enclos. Bon, en vrai, des vachettes, il n'y en aura pas dans cette nouvelle mouture d'Interville, mais au moins, comme ça, tout le monde sait de quoi on parle. Le tournage d'Interville a donc lui aussi été reporté sine die. Toujours la faute à ce satané virus. Je vous rappelle que cette nouvelle version d'Interville devait être tournée à Disneyland Paris, mais Mickey, qui porte pourtant lui des gants, il est prévenant, Mickey, n'échappe pas aux consignes de sécurité de plus en plus strictes. Reste à savoir si cela peut remettre en cause la programmation de l'émission, normalement prévue pour cet été sur France 2. Et puis un autre report, cette fois dans le monde des séries. La victime s'appelle Cannes Série. Il devait se tenir du 27 mars au 1er avril. Il se déroulera finalement en octobre, du 9 au 14. Un décalage qui ne sera pas sans conséquence sur la programmation, puisque de nombreuses séries devaient s'y dévoiler en avant-première, comme par exemple la saison 5 du Bureau des légendes, avec Mathieu Kassovitz. Quant à l'autre festival des séries, Sérimania, qui se déroule à Lille, pour le moment, on ne change rien, les dates sont toujours fixées du 20 au 28 mars. Le nouveau numéro du magazine Society arrive dans les kiosques et en une, on retrouve une catégorie de journalistes qui ne s'est pas fait que des amis, les éditorialistes. Ah, ça, c'est peut dire que les éditorialistes peuvent parfois en énerver quelques-uns, mais n'écoutant que leur courage, les journalistes de Society ont décidé de suivre 3 d'entre eux durant une semaine. Julie Gradiani, Yves Tréhard du Figaro et Jean-Michel Apathy de LCI. Ces 3-là ont réponse à tout, écrit Society, et ils ont visiblement très envie de le faire savoir. Alors j'ai contacté Joachim Barbier, un des 2 co-auteurs de l'article de Society, déjà pour lui demander pourquoi il avait choisi Tréhard, Apathy et Gradiani. On voulait des profils un peu différents. Les éditorialistes, c'est un métier qui existe depuis très longtemps en France, et c'est même une tradition. Les années 80-90, on avait arrivé ces gens qui étaient majoritairement des éditorialistes dans des quotidiens ou dans des magazines comme Duhamel, comme Christophe Barbier. Donc voilà, et puis il y a aussi des gens qui ont émergé avec l'arrivée des chaînes d'infos. Il y a Jean-Michel Apathy qui est un peu un éditorialiste solo, qu'on voit sur différentes chaînes. Yves Tréhard, lui, est quand même quelqu'un qui est rattaché au Figaro, il est directeur adjoint, donc il s'occupe d'un journal. Et puis Julie Gradiani, qui est née médiatiquement dans le siège de la Manif pour tous, c'est un peu une nouvelle génération de gens, que ce soit les journaux pour lesquels ils collaborent ou bien alors sur les plateaux de télé ou les radios, qui sont quand même là pour donner une opinion, et une opinion plutôt tranchée. Pour l'anecdote, sachez que les 2 journalistes de Society avaient un temps eu l'idée de suivre Alain Duhamel et Christophe Barbier, mais BFM a dit niet. Alors que les années 2000 avaient consacré les chroniqueurs, depuis 10 ans, donc, c'est le retour des éditorialistes sur le devant de la scène. Joachim Barbier nous explique pourquoi, d'après lui, ils répondent bien à notre époque. Il est vrai qu'on est confronté à de plus en plus d'informations quand on voit Twitter, les réseaux sociaux. Je pense que ça part d'un bon sentiment, de quelque chose de positif, d'avoir des gens qui font le tri dans tout ça, à la fois sur les sujets qu'ils vont choisir et d'avoir un petit peu d'analyse ou de décryptage. Sauf que on bascule aussi souvent dans des opinions qui sont très tranchées, qui sont pas forcément étayées, qui sont un peu sous-tendues par des réactions souvent émotionnelles par rapport à l'actualité. Et la deuxième chose, c'est effectivement toutes les chaînes d'infos en continu ont tendance, que ce soit le matin, que ce soit le soir, à faire de la radio filmée parce que ça coûte pas cher. Vous mettez 4 personnes autour d'une table avec des profils politiquement différents et avec éventuellement la perspective de faire l'actu du jour avec la polémique, avec la réaction, avec la phrase malheureuse. Les médias finalement créer leur propre actualité en occupant l'espace avec la polémique du jour. Alors ce qu'on verra également à la lecture de cet article, c'est aussi un petit monde qui vit en vase clos. Est-ce que tout ça ne risque pas de donner le sentiment d'une grande connivence ?
Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que tout le monde se connaît finalement. C'est un peu toujours les mêmes personnes qui reviennent, qui passent d'un studio de radio à un plateau de télé. La connivence, elle est aussi un petit peu avec les hommes politiques parce que, comme on dit, les bons clients, c'est souvent les mêmes. Donc voilà, c'est un milieu politico-médiatique qui se connaît, qui se croise. Mais c'est vrai que c'est un tout petit milieu parisien, et que ce sont souvent les mêmes personnes qui se retrouvent à parler autour d'une table. Alors que vous aimiez ou vous détestiez les éditorialistes, je vous conseille la lecture de cet excellent article de Joachim Barbier et Luca Duvernay-Coppola dans le numéro de Society qui sort aujourd'hui. Et puis maintenant, c'est ce qu'on appelle de la diversification, un site porno qui se met au non-porno. Peut-être connaissez-vous Pornhub. Si ce n'est pas le cas ou si vous ne tenez pas à l'avouer publiquement, je vous fais une petite synthèse. Pornhub est une plateforme de partage de vidéos pornographiques qui s'ouvre donc à d'autres genres. Pornhub a mis en ligne son premier film non pornographique. Il s'agit d'un documentaire intitulé Checkdown qui suit le quotidien de clientes et clients de clubs de striptease lesbiens. Un travail au long cours puisque la réalisatrice a tourné durant 15 ans à Los Angeles, dans des clubs donc à Los Angeles. Pornhub explique ce choix inédit comme une bonne occasion de présenter des films avec davantage de diversité de contenu, ainsi qu'une autre façon de raconter des histoires. C'est en tout cas une sacrée exposition pour le documentaire Checkdown. Pornhub enregistre 115 millions de visites quotidiennes. Oui, 115 millions. Pornhub proposera donc ce documentaire Checkdown gratuitement durant 1 mois avant qu'il n'atterrisse sur une chaîne américaine et soit disponible sur l'iTunes Store d'Apple. Merci beaucoup Cyril, c'est sous-titré ? Oui, je ne sais pas si c'est sous-titré. Ah pardon, non, je vous réponds oui, mais je ne sais pas. On me dit en régie que c'est non sous-titré, c'est notre réalisateur. Donc on sent que le gars est sur le coup. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On se retrouve demain pour un nouveau journal des médias.